Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on aborde le début de la troisième journée de la Coupe du Monde des clubs avec les matchs qui commencent à se jouer en multiplex. Il va y avoir pas mal de scénarios fous et de dramaturgie grâce à ces rencontres qui auront lieu en simultané. Hier on a eu la troisième journée pour la poule A et la poule B. On va commencer par aborder la poule de l'Inter Miami et de Palmeiras puisque ce sont les deux clubs qui se sont qualifiés et qui verront les huitièmes de finale. De l'autre côté on avait un Porto Al Ahly là aussi très intéressant. Les quatre équipes avaient l'occasion de se qualifier. Porto et Al Ahly devaient obligatoirement s'imposer et espérer que l'une des deux équipes entre Palmeiras et l'Inter Miami s'incline. S'il y avait match nul entre l'équipe brésilienne et les coéquipiers de Léo Messi, ça n'aurait pas été possible ni pour Porto ni pour Al Ahly de se qualifier et c'est exactement ce qui s'est passé, même si on a eu deux matchs complètement fous là aussi. J'ai été assez déçu si on devait aborder le premier match par cette équipe de Palmeiras, comme j'ai été déçu par cette équipe de Botafogo dans la poule B, on en parlera juste après, mais globalement j'ai trouvé que les deux clubs brésiliens qui étaient engagés hier ont quelque peu levé le pied, notamment cette équipe de Palmeiras qui a été menée par l'Inter Miami 2-0 pendant une grande partie de la rencontre avec un Luis Suarez, et ça il faut le souligner, qui a délivré une passe décisive et qui a marqué un très beau but. J'ai toujours été impressionné par cette capacité de Luis Suarez à dribbler son vis-à-vis lorsqu'il arrive dans la surface de réparation, là où beaucoup d'attaquants vont squatter la surface ou venir décrocher au milieu de terrain. Lui il peut prendre le ballon et aller dribbler son vis-à-vis avec cet intérieur du pied droit qui l'amène vers l'extérieur pour ensuite frapper du pied gauche vers le premier poteau. Ça c'est vraiment la marque de Luis Suarez. C'est très rare chez les attaquants d'avoir cet attaquant là qui va aller dribbler, prendre le ballon et dribbler son vis-à-vis en allant de l'avant, alors qu'à la base un attaquant il squatte la surface ou alors il décroche pour venir créer le jeu. Mais bon, on connaît Luis Suarez, je ne vais pas l'inventer évidemment, mais on a encore vu ces bribes là qui restent de Luis Suarez, qui avait été plutôt critiqué pour son surpoids, pour sa baisse de forme sur les dernières années. Hier il a vraiment été excellent sur le premier tiers de ce match-là en délivrant une passe décisive et en marquant un but. Et cette équipe de l'Inter Miami, mine de rien, elle est plutôt intéressante dans cette phase de poule. Elle avait suscité beaucoup de moqueries, de railleries par rapport au fait qu'à part Messi, Suarez et Busquets, il n'y avait pas grand monde dans cette équipe-là. Finalement, Oustari avait réalisé un très beau match lors de la première journée face à Al Ahly dans les buts. On se rappelle hier d'Allende, le joueur prêté par le Celta Vigo, l'Argentin de 26 ans qui a fait un très beau match encore, qui a été décisif. Donc il y a quand même des joueurs de qualité à côté de Messi et de Suarez, même si encore une fois il y a un fossé absolument énorme entre les joueurs de cette équipe-là. Mais globalement, j'ai trouvé que cette équipe de l'Inter Miami, elle était super intéressante, coachée par Javier Mascherano qui fait ses débuts sur un banc là aussi et qui va devoir inculquer sa patte, même s'il se repose beaucoup sur Messi et sur Suarez, on va pas se mentir là aussi, et développer un projet de jeu cohérent qui t'appartient quant à Messi, Suarez qui viennent en fin de carrière. Est-ce que c'est vraiment opportun? Mais une fois qu'on a digressé et qu'on a dit tout ça, il faut quand même relever que cette équipe de l'Inter Miami, elle bat Porto lors de la deuxième journée, elle accroche Palmeiras hier de partout et ça a un goût de regret parce que tu mènes 2-0 jusqu'à très tard dans le match et finalement cette équipe de Palmeiras finit par se réveiller sur un des grands défauts de cette équipe de l'Inter Miami, c'est la solidité défensive. Cette équipe n'est absolument pas compacte et j'ai peur qu'on contre le Paris Saint-Germain, puisque l'Inter Miami affrontera le Paris Saint-Germain, j'ai peur que cette équipe prenne quelque peu l'eau parce qu'on voit vraiment pas mal de failles défensives et on l'a vu sur les deux buts encaissés successivement en fin de rencontre. C'est ce qui me fait peur un peu, même si moi je pense que l'Inter Miami n'a absolument aucune chance de se qualifier tant le fossé est large entre le PSG et eux. Maintenant il faut quand même espérer quelque chose et si le coach de cette équipe de l'Inter Miami devait corriger quelque chose, ce serait peut-être cette solidité défensive et cette incapacité à jouer 90 minutes avec de l'intensité. Et on l'a vu hier face à Palmeiras. Pourtant, ils ont globalement bien défendu, même s'ils ont concédé 22 frappes. Ils ont quand même mené 2-0 pendant un grand temps de cette rencontre avant que cette équipe brésilienne ne revienne. Et c'était super intéressant à suivre, bien sûr, parce que dans l'autre rencontre, on avait donc Porto Al Ahly et c'était spectaculaire. Ce qu'il faut souligner, c'est le triplé de l'attaquant palestinien Abou Ali qui avait été malchanceux lors de la deuxième journée puisqu'il avait marqué contre son camp. Il y a beaucoup de regrets pour cette équipe égyptienne parce que tu mènes 4 fois dans cette rencontre hier. À chaque fois, cette équipe portugaise finit systématiquement par revenir. Et ce que je veux souligner sur le match d'hier, c'est les buts absolument merveilleux qu'on a eu. D'abord, les deux premiers buts du FC Porto avec Rodrigo Moura qui a inscrit un superbe but en solo. On a eu la superbe frappe en fin de match aussi de Pepe. On a également eu la frappe de William Gomez qui était le deuxième but du FC Porto. Donc on a eu énormément de buts de grande qualité. Mohamed Ali Benrahman aussi qui a marqué un superbe but, une superbe lucarne également opposée. Donc super intéressant ce match-là avec des buts de grande qualité, avec de la dramaturgie parce qu'on avait un peu les yeux sur les deux matchs. Et quand Porto revient à 4 partout, ce qu'il faut faire pour les Portugais à ce moment-là pour se qualifier, c'est mettre un seul
seul but, parce que cette équipe de Palmeiras, elle était encore menée par l'Inter Miami de buts à 1. Dès lors que Palmeiras a égalisé, eh bien Palmeiras a scellé sa qualification, même s'il y avait encore un léger espoir pour cette équipe de se qualifier, ce qui n'aurait pas suffi à Al Ahly, puisqu'Al Ahly avait une moins bonne différence de but, étant donné qu'il s'était incliné 2-0 lors du deuxième match, alors que Porto ne s'était incliné que 2 buts à 1, donc l'espoir était encore là pour les Portugais, il aurait suffi d'un but. Si Porto avait gagné 5-4 et que Palmeiras n'avait pas égalisé, Porto se serait qualifié. Donc ça a vraiment joué à un fil hier dans cette poule-là. Donc voilà, globalement ce qu'il faut retenir de ce match entre Porto et Al Ahly, c'est le match absolument spectaculaire. Et il faut remercier les 22 acteurs qui auraient pu se dire, bon bah on est éliminé, il faut un miracle pour qu'on se qualifie, on va un peu lever le pied. Non, tout le monde voulait absolument se qualifier. Il y a pas mal d'ambiance aussi dans les tribunes, je trouve. Ce qu'il faut souligner, c'est cette incapacité qu'a eu Al Ahly de mettre son rythme sur le match et de prendre le dessus avec cette équipe de Porto qui est systématiquement revenue. Al Ahly a quand même mené 4 fois dans cette rencontre avant de voir les Portugais revenir systématiquement. On peut souligner la très belle performance de l'attaquant palestinien Abou Ali qui a inscrit un triplé qui va sûrement rentrer dans la légende du club égyptien dans cette compétition. On peut également parler des très beaux buts qu'on a eu dans cette rencontre-là, Rodrigo Mora, William Gomez ou encore Pepe, Mohamed Ali Barangan aussi du côté d'Al Ahly, mais ce match nul ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes qui sont donc éliminées de la compétition. En huitième de finale, Palmeiras affrontera Botafogo. On aura un derby 100% brésilien entre le club de Rio et le club de Sao Paulo. Et on aura également cette équipe de Botafogo donc qui affrontera Palmeiras comme je l'ai dit, et l'Inter Miami qui affrontera le Paris Saint-Germain. Lionel Messi retrouvera ses anciens coéquipiers. Transition toute faite, on va évoquer l'autre poule maintenant avec le PSG qui affrontait Seattle et l'Atlético qui affrontait Botafogo. Toutes les équipes pouvaient encore se qualifier, même si Seattle, il aurait fallu un miracle pour que les Américains puissent encore se qualifier. Il aurait fallu gagner, espérer qu'il y ait une différence de but suffisamment favorable. Donc en gros la mission était quasi impossible, d'autant plus que tu affrontes le Paris Saint-Germain sur la troisième journée, donc ça aurait rendu l'affaire encore plus laborieuse. Mais finalement cette équipe du Paris Saint-Germain se qualifie en tant que premier de poule, parce que l'équipe de Botafogo s'est inclinée 1-0 en fin de match face à l'Atlético Madrid. Avec un match nul, Botafogo aurait pu finir premier du groupe et donc affronter l'Inter Miami, ce qui aurait donné au PSG le tirage au sort de Palmeiras, qui aurait été selon moi beaucoup plus compliqué pour les hommes de Luis Enrique en huitième de finale. Mais finalement le but d'Antoine Griezmann permet au Paris Saint-Germain de finir leader de ce groupe là. Il aurait fallu en fin de match, suite à l'ouverture du score d'Antoine Griezmann pour l'Atlético, de marquer 2 buts pour pouvoir se qualifier à la différence de but et éliminer cette équipe de Botafogo. Finalement l'Atlético ne se sera pas montré suffisamment offensif pour pouvoir se qualifier. Globalement ce qui a pesé dans la balance, parce que les trois équipes finissent à égalité de points, ce qui a pesé dans la balance, c'est le fait que l'Atlético ait pris une différence de but beaucoup trop défavorable lors du premier match face au Paris Saint-Germain. Mais si on devait parler des deux rencontres, cette équipe du Paris Saint-Germain, encore une fois, on l'a vu très efficace sur contre, avec le deuxième but notamment où Bradley Barcola est parti prendre la profondeur pour aller solliciter Achraf Hakimi, laissé seul de l'autre côté. Superbe finition du latéral droit marocain. Et je me demande qui sont les latéraux européens aujourd'hui qui sont capables en toute fin de match, pas à la 90e, mais en toute fin de match, de se projeter comme ça dans la surface adverse et de pouvoir offrir un but à leur équipe. Ils sont très rares, hein. Il y a peut-être Denzel Dumfries, il y a peut-être Jérémy Frimpong, mais globalement les latéraux droits qui sont capables d'aller dans la surface de réparation adverse en fin de match pour aller sceller un succès de leur équipe, ça reste assez rare quand même si aujourd'hui les latéraux sont très offensifs. Mais Achraf Hakimi est encore là dans la surface de réparation, et puis cette capacité encore une fois à exploser sur contre. Et c'est là où je m'inquiète un peu pour l'Inter Miami, c'est que si l'Inter Miami veut espérer se qualifier, il va falloir être solide défensivement dans les deux tiers du terrain. C'est-à-dire il va falloir être décisif devant avec Messi et Suarez, et ça va être compliqué parce que Marquinhos et Pacho veillent au grain. Il va falloir aussi être décisif d'un point de vue défensif, et ça va être très compliqué aussi parce qu'on a une équipe du Paris Saint-Germain qui est très caméléon. On l'a vu en Ligue des Champions, c'est une équipe qui est capable de piquer sur attaque placée avec la construction du jeu menée par Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz, mais c'est aussi une équipe qui est capable d'exploser en contre avec Bradley Barcola qui peut rentrer en jeu, avec Kvara qui est très rapide aussi. Donc c'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle est vraiment super intéressante, et il n'y a pas encore eu le retour d'Ousmane Dembélé. Donc c'est ce pourquoi je m'inquiète pour cette équipe de l'Inter Miami, parce qu'elle a montré beaucoup d'errements défensifs encore une fois. Et même si tu as Messi et Suarez devant, je m'interroge sur leur capacité à se montrer décisif là aussi, même si Messi a été décisif contre Porto, même si Suarez a été décisif encore une fois hier face à Palmeiras. Et ce sera selon moi le principal danger sur la défense du PSG, ce sera leur ancien joueur Léo Messi et Luis Suarez là aussi. Donc je pense que Paris peut
prendre un ou deux buts, mais je pense que l'Inter Miami ne peut pas résister aux attaques du Paris Saint-Germain parce que cette équipe a tellement de qualité et est capable tellement d'adopter des animations différentes que ça peut rendre la tâche très difficile. Et on aura donc un Botafogo-Palmeiras. Alors je ne connais pas l'historique des confrontations entre les deux clubs dans le championnat brésilien, je sais juste que des deux équipes, c'est Botafogo qui m'a le plus impressionné parce qu'ils ont eu cette capacité à quand même battre le Paris Saint-Germain, même si le PSG avait opéré un large turnover. C'est une équipe qui s'incline hier face à l'Atlético Madrid, mais qui a deux grosses occasions de face à face en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Et le salut est venu de Yann Oblak pour l'Atlético Madrid. Et cette équipe de Palmeiras, elle a été très impressionnante aussi. Hier, elle a eu les ressources mentales pour revenir et décrocher cette première place sur l'Inter Miami. Donc c'est une équipe qui a une capacité à se montrer persévérante. Et puis c'est une équipe qui a accroché le FC Porto, qui a battu Al Ahly grâce à des miettes. Ils ont réussi à exploiter les failles de cette équipe d'Al Ahly, que ce soit sur contre, que ce soit sur coup de pied arrêté. Donc une équipe à la palette assez large là aussi avec pas mal de qualité. On a Vitor Roque, on a Estevão du côté de Palmeiras, et puis du côté de Botafogo on a des joueurs comme Igor Jesus, comme Savarino. Donc là aussi il y a un très bon numéro 9 avec Igor Jesus, il y a un joueur de percussion avec Savarino là aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner ce match là. Je pense que ça va être l'un des matchs les plus excitants et les plus équilibrés de ce huitième de finale, beaucoup plus équilibré que le PSG Inter Miami là aussi, parce que ça me paraît compliqué quand même de voir cette équipe de l'Inter Miami l'emporter, même si l'Inter Miami hier mais un but sur contre-attaque. Et ça peut être très intéressant dans la mesure où si le Paris Saint-Germain vient évoluer très haut, peut-être que piquer en contre grâce à un Allende qui est très rapide devant, qui a beaucoup d'énergie et de puissance sur les phases de contre, ça peut aussi être très intéressant et être une option pour l'Inter Miami. Ça ne m'étonnerait pas que l'Inter Miami vienne très défensif bien sûr, pour essayer d'exploiter les phases de contre avec Messi, Busquets qui sont capables de distiller d'excellents ballons là aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me donner vos pronos bien sûr. Botafogo Palmeiras, je pense que Botafogo va se qualifier. Encore une fois, ça peut être un match très 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 serré. Je pense que ça va peut-être aller en prolongue ou au tir au but cette rencontre-là. Et puis le PSG Inter Miami, où je pense que le PSG va s'imposer par plus de 2 buts. Je miserai sur un 3-1 ou un 4 buts à 2. Je pense que ce sera l'un des deux là aussi. En tout cas, c'est super intéressant. Peut-être que le PSG enregistrera le retour d'Ousmane Dembélé pour ce huitième de finale. En attendant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner bien sûr. On a aujourd'hui le Bayern, le Benfica qui vont jouer. Il y a également Chelsea, l'Espérance de Tunis qui vont s'affronter aussi dans l'Agnon. On en parlera demain. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos pronos. On connaît déjà les affiches des premiers huitièmes de finale et j'ai hâte de couvrir ça avec vous.